Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hello World, encore avec Julien, Bonjour. pour parler de Go. Allez, On va reparler de Go. Alors n'hésitez pas dans la chatroom à nous dire si tout va bien au niveau du son, est-ce qu'on est bon, au niveau de tout ce que vous pouvez observer. Et puis on va s'y mettre de ce pas, on est un petit peu à la bourre. Donc hello dans la chatroom, hello Draxas, Lord Arthurion, Android Windows, Yanino, bonjour à tous. Alors la dernière fois on s'en était arrêté là. exactement. Bon, ça nous montre, mon cher Pierre, les débuts. C'était en même temps, on est dans le thème de l'émission. Hello World, Hello World. Exactement. Non, c'est assez cool. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite rétrospective de quelques minutes sur ce qu'on peut voir à l'écran. Ouais. Je vois qu'il y a un licence et un Redmi qui est arrivé. Oui. Je sais pas si c'était. Ah oui, c'était pour peut-être le mettre sur le rideau. Ouais, c'était la publish sur GitHub. Ouais. Ça marche. Voilà, donc bon, en fait, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est on a vu un petit peu comment on allait installer Go et donc un petit peu l'environnement de développement. Donc, pour rappel, là, on utilise Code, donc l'éditeur proposé par Microsoft, avec toutes les possibilités qu'il permet, c'est-à-dire que les plugins orientés Go, donc pour limiter, donc c'est-à-dire pour vérifier que le code est bien, et également toute la coloration syntaxique, etc. Bon, le truc habituel, mais c'est bien de le rappeler parce que on se demande toujours pourquoi on a des écrans noirs, pourquoi il y a des couleurs, etc. Et c'est un peu avant jamais, c'est que là on peut voir que les mots-clés du langage sont bien dans des couleurs importantes, et à ce propos ces mots-clés ont une couleur, et donc ça veut dire que ces mots-clés sont éclairés là. D'accord, ouais. Effectivement, là on n'a pas de doute. Voilà, là au moins on n'a pas de doute. Si on ouvre ça dans le bloc-notes à mamie, si je peux tout à fait me permettre, là on va avoir du texte noir sur blanc, et effectivement c'est beaucoup plus difficile à l'œil d'un maître de voir un peu ce qu'on fait. Ouais. Là, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que pour créer un programme en Go, il faut tout d'abord avoir déclaré le package main. En fait, le langage oblige à déclarer le package main et à déclarer une fonction. Donc une fonction, c'est un mot-clé de langage qui permet d'avoir des entrées et des sorties. Et là, en l'occurrence, le package main doit avoir une fonction main. Alors après, en fait, c'est plutôt par habitude, on va nommer le fichier main.go, mais en réalité, on pourrait le nommer comme on veut, on s'en fiche, du moment qu'il y a un package main à l'intérieur, on va pouvoir le nommer un petit peu comme on veut. Ouais. Ce qu'on a vu la dernière fois également, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir un système de fonctions perso, du coup, mais ce qu'il faut savoir avec Go, c'est que Go est fortement typé. C'est-à-dire qu'en fait, là on a la fonction hello qui doit nous retourner une chaîne de caractères, on appelle ça string en anglais. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit, et du coup qui va nous obliger à retourner cette chaîne de caractères. Donc ça c'est assez important parce que ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que Go en fait fonctionne vraiment sous je vais y arriver, un analyseur qui est totalement statique. Ouais. Voilà. Failli se barrer sur le côté. Donc il n'y a pas d'analyse dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans d'autres langages où on va pouvoir changer de type à tout moment, etc. Par contre, c'est un typage statique. Voilà, c'est vraiment un typage statique. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir s'amuser, et on va le voir certainement aujourd'hui, qu'on va pouvoir caster, c'est-à-dire on va pouvoir redéclarer des variables à partir d'un type précis, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et le convertir dans un autre type, quel qu'il soit. Donc ça, on va voir ça. Et ce qu'on a vu la dernière fois également, c'est qu'on avait un système de variables, et alors ça, seulement pour ceux qui viendraient du langage PHP, on a un système de variables qui est un système de variables global. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déclarer, comme on est en train de le voir sur l'écran, une variable hello message dans laquelle on va mettre du texte, et sur laquelle, dans la vie de cette variable, on va pouvoir la changer. Ouais. Alors en fait, on pourra s'apercevoir, je ne pense pas qu'on le verra sur cette émission-là, mais on va pouvoir s'apercevoir que ce genre de variable comme ça se complique lorsqu'on est en multithread, c'est-à-dire lorsqu'on lance des enfants dans ce programme qui vont pouvoir aller modifier cette variable, parce que forcément, on appelle ça la concurrence, et en fait, si tout le monde est en train de modifier la même variable en même temps, il va être difficile de distinguer la valeur de la variable, et généralement ça peut provoquer dans le programme des incertitudes et des choses comme ça.
D'accord. Alors, ce qui est assez magique, c'est qu'avec Go, il y a un principe d'encapsulation qui permet de locker en fait les variables quand on les modifie. On appelle ça de la synchrone mutex. Et du coup, on va pouvoir locker cette variable qui fait que personne ne peut faire autre chose sur cette variable pendant qu'il y a une opération d'effectuer. D'accord. Et souvent, on le fait pour des micro-opérations, c'est-à-dire pas des opérations longues. C'est-à-dire si on avait un traitement à faire en base de données, on va pas locker la variable. D'accord. Alors je suis désolé, effectivement, d'après ce que dit tout le monde, il y a un écho assez relou. Donc ce qu'on va faire, je vais essayer d'ajouter en direct. Il y a un écho assez relou. Parce que là, tu aurais les deux micros. Desktop, tu aurais le micro de ton ordi. En direct. Non, normalement j'ai. Bah, non. Ah, tu crois? Ouais, si tu coupes au moins le G5. Non, normalement j'ai. Ça c'est le bordel là. Ouais, si tu coupes au moins le G5. Alors, ceci est coupé. Est-ce que c'est plus audible ou pas? N'hésitez pas à faire un retour dans la chatroom. Et merci pour vos retours d'ailleurs. Oui, c'est bien le retour audio qu'on a en décalé. Ah bon. Ah ouais. Et j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Hein. Bonjour Hydreliox et Jérémiade. Là, ok. Donc Cyril, hello Cyril d'ailleurs, nous dit que c'est bon. Ah, voilà. Ok. Bon, c'était ma faute. Désolé. Non, c'était la faute d'OBS. On s'y remet. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc je disais simplement que attention, parce que Go a été vraiment créé pour simplifier la concurrence dans un programme. Si vous voulez effectuer des choses un peu linéaires, vous pouvez très bien faire du Perl ou du scripté, même du Python, des choses comme ça. Et la force de Python, c'était justement d'avoir ce multithread, etc. Mais en Go, vous allez beaucoup utiliser les Go routines et créer des sous-programmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez envoyer une instruction à votre programme, vous pouvez le faire partir, travailler sur autre chose. On va voir aujourd'hui si on va jusque là. En tout cas, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être assez intéressant. On va voir trois notions. La première notion qu'on va mettre en place, c'est la notion de package. C'est-à-dire qu'on va regarder en fait comment fait Go pour séparer les packages. Ouais. Et plus tard, on en viendrait à comment distribuer un paquet. Je vais essayer de faire plutôt français que lire. Un paquetage. Désolé, mais on va essayer plutôt de voir comment faire un paquet plus tard qui est open sourceable. Ce qu'on met dans un paquet, ce qu'on met pas dans un paquet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va essayer de voir ce que c'est qu'une structure. Alors très souvent dans les langages, dans la programmation orientée objet, on parle d'objet, ça n'existe pas en Go. Go n'est pas du tout un orienté objet, c'est encore un peu un nouveau paradigme, une nouvelle façon de faire. Et donc on va parler de structure. Et ensuite, on va essayer d'aller progressivement vers les interfaces. Parce qu'en fait, la magie de Go, elle permet d'avoir des interfaces, et c'est des interfaces, et je viens de perdre le mot en direct, c'est, je vais dire induite, mais c'est le mot que j'arrive jamais à mettre, à trouver, c'est-à-dire que les interfaces sont déduites d'une structure, c'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas cette structure implémente l'interface, mais on a compris que la structure utiliser cette interface parce qu'elle déclare ce que voulait l'interface. Elles sont implicites. Elles sont implicites. Mais ça porte, tu sais, ça porte le mot. Tu l'avais trouvé la dernière fois. Ah. Tu avais trouvé ce super mot et j'arrive plus du tout à le remettre. Et donc, j'en profite pour remercier Seth Bonnet qui vient de s'abonner à la chaîne pour la 38e fois d'affilée. Je sais pas qui c'est, mais ça fait longtemps qu'il est là, visiblement. Non, je rigole, c'est le président de la sauce, en fait. Merci Cédric. Ça marche. Et donc voilà, c'est des interfaces qui sont, t'as dit implicites, je vais y arriver, mais ça porte un mot qui m'a déduite, oui. Comment on appelle ça? Je sais, ça porte un mot, non, on y est presque, mais bon voilà, ça porte un nom, et donc on va vous montrer que c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir faire entrer des paramètres d'entrée dans nos fonctions, et surtout de sortie en étant sûr que ça respecte un contrat. Yes. Donc pour commencer en tout cas à faire un paquet différent de main, parce que là ce que vous voyez c'est qu'on est en train de polluer, le point d'entrée de notre programme. Et ça en fait, alors c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. La force de Go, c'est de pouvoir, vous prenez un fichier main.go comme ça, et vous pouvez faire tout un programme entier dans Go. Ça a été la force de Go pendant longtemps, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de petits trucs pour faire des trucs assez marrants. D'ailleurs même sur Twitch, il y en a, vous taperez dans GitHub des trucs pour faire des trucs assez drôles, et les mecs ont fait monopaquet. C'est-à-dire que même sur Pokémon Go, quand il s'agissait de farmer, aller chercher des trucs
enfin de feinter et puis De déplacer le GPS, de tweaker avec le C'est ça. Et niveau du téléphone. Tout était au tout début, le mec quand il a fait ça rapidement, il a fait ça dans un fichier de 2000 lignes et compagnie, mais au moins c'est la force de Go, c'est qu'il compilera aussi vite avec un fichier comme ça qu'avec tout un ensemble complexe. Et après par la suite il a fait le truc un peu plus professionnellement. Merci Kenshiro pour le resub, 13 mois. Balèze. Joli. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un dossier. Un dossier, d'accord. Voilà. Et ce dossier, donc tout commence par un dossier lorsqu'il s'agit d'un paquet. Et ce dossier, on va l'appeler Pierre. On va faire simple, comme ça en plus le code va être signé. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est je vous ai fait appeler le premier fichier main.go, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans le dossier, on va l'appeler pierre.go, mais c'est juste, franchement, pour se repérer. Vous pourriez l'appeler n'importe comment, ce qui va compter, ce que va faire Go, il va ouvrir chaque fichier sans regarder le nom, et il va compiler un seul fichier sous le même nom de paquet. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre le premier package, quelque chose qu'il trouve, et il va dire, ok, c'est parti. Et là, l'analyseur syntaxique, s'il trouve un autre nom de paquet dans le même dossier, va te dire... Alors là, comprends pas quoi. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il est impossible de faire un paquet qui ne serait pas dans des dossiers différents. Un paquet, c'est forcément dans un dossier différent. D'accord. Et par contre, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. On va s'amuser avec, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Donc là, tu peux créer un fichier qui s'appelle pierre.go. Hop. Donc là, encore une fois, je le répète, vous auriez pu l'appeler n'importe comment. Et on verra plus tard qu'on appellera définition pour voir, etc. Et donc là, tu vas commencer, donc un fichier Go commence toujours par package. Et donc là, on te propose déjà, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la troisième lettre, lorsqu'on tape pack, on va te proposer, voilà, on te propose déjà, bah là maintenant, ouais, bon déjà, rien copié, mais normalement c'est souvent la... peut-être mise à jour, et donc là Enter, et c'est parti, tu pars sur un paquet. Là au moment où tu sauvegardes, t'es déjà ton programme en Go reste toujours valide. Si tu oublies cette ligne, là tu ne pourras pas compiler. D'accord. On va dire de toute façon, là c'est pas possible. Ensuite, il y a une seule règle qui est importante à savoir sur les paquets, c'est que tout ce que vous allez définir, que ce soit des variables, donc les variables, c'est un espace mémoire que vous allouez, que vous allez pouvoir faire modifier au fur et à mesure de votre programme. Oui. Ensuite, que tu définisses des constantes, que tu définisses des interfaces ou des fonctions, donc ça c'est les mots-clés du langage. Il n'y a qu'une seule règle à savoir, c'est que si la première lettre du nom est minuscule, c'est privé à votre paquet. Personne ne peut l'utiliser à l'extérieur. Si la deuxième lettre... Pardon, j'étais troublé. On a notre collègue qui arrive dans le studio. Si la première lettre est une majuscule, à ce moment-là, à l'extérieur du paquet, vous allez pouvoir l'utiliser. Ouais. Et on l'avait vu la dernière fois, j'allais dire la semaine dernière, ça fait quelques semaines, mais... C'est ça, on l'avait vu la semaine dernière, mais... On l'avait vu rapidement. C'est ça, il était totalement impossible de le tester parce qu'on était dans le paquet main, ouais. Donc du coup, là on va pouvoir s'amuser avec. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire... alors, je vais te décrire avant qu'on écrive, on va faire deux fonctions. On va faire une fonction qui s'appelle hello, ouais, avec un H majuscule, et en fait, on va faire une deuxième fonction qui va s'appeler toUpper. Donc TO, upper avec 2P, et le U majuscule, mais le T en minuscule. D'accord. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça, on ne pourra l'utiliser que dans le hello, et on va essayer de l'utiliser à l'extérieur pour voir ce qui se passe. D'accord. Ce sera totalement impossible. Allez, donc func. Voilà, donc la func, on va refaire un peu le hello, et puis retourner une chaîne de caractères. Ouais. Donc on va fermer les parenthèses, on va écrire string à la fin. Voilà, ah oui, c'est déjà ça. Ouais. Ah oui, parce que oui, c'est optionnel, c'est ça? Pour retourner. Alors c'est optionnel si jamais tu. Tu es devant la caméra, FX. C'est gentil, mais tu es devant la caméra. Donc on voit tes fesses en gros plan. C'est toujours du live, vous êtes de retour. Les fesses de notre collègue, ça n'a pas de prix. Désolé, j'espère que vous avez apprécié. Il n'y a pas de souci. Donc si. Parler de string à un moment, je suis désolé. C'est ça. Il n'y a pas de souci. Et donc là, si jamais tu mettais rien, ça veut dire que ta fonction elle va effectuer quelque chose, mais elle ne retourne rien. Ah oui, si tu mets pas string, en fait, tu peux même pas retourner. Tu ne retournes rien. D'accord. En fait, vous avez un type qui s'appelle void. Alors ça n'existe, on parle jamais de nil ou void en Go, mais pour le coup, ça induit dans les autres langages, vous avez ça. Si tu mets rien, tu peux rien retourner. Ça veut dire que ta fonction, elle fait quelque chose, mais en fait, on ne prend pas son retour. Ouais. Et donc là, tu peux faire return, le mot-clé return. Donc le mot-clé return, pour rappel, c'est celui qui vous permet de retourner. De faire un retour d'une fonction. Vous pouvez retourner autant de choses que vous voulez. C'est-à-dire que la string, on pourrait mettre string, on pourrait le mettre. Ah, on va le faire. On va rigoler avec ça. On va essayer de vous inclure de temps en temps des choses comme ça. À la place de string là-haut, ce que tu vas faire, c'est là, tu vas ouvrir une parenthèse et tu vas réécrire string.
tu vas garder le premier, ou tu te mets où tu veux. Je mets virgule. Une virgule, tu vas réécrire string, et tu vas fermer ta parenthèse. Et donc là, vous voyez déjà, on commence à atteindre la puissance de Go, c'est que là, on a une parenthèse après hello pour mettre les arguments, mais on a des parenthèses pour les futurs retours. Et vous allez voir que devant func, on écrira des parenthèses pour les structures. Et en fait, vous allez voir que c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'au début, on se dit, ah ouais, la syntaxe, jamais vu, ça commence à être compliqué. Et en fait, vous allez voir que c'est super intuitif. Et donc là, si tu sauvegardes à ce moment-là, parce que j'aime bien apprendre par l'erreur, comme je vous explique à chaque fois. Il va m'engueuler. Voilà, on a deux informations. La première information, c'est celle-ci qui est en rouge, qui vous dit ok, on n'a rien en retour, parce que vous avez le droit d'écrire return et rien. Ouais. C'est-à-dire quand ça retourne rien, c'est pour arrêter votre fonction, pour couper le courant d'exécution de votre fonction. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, ok, on n'a rien, et toi tu me demandes de me retourner 2 chaînes de caractères. Donc là, tu vas retourner deux chaînes de caractères. Voilà, espace, voilà, double code, tu peux retourner hello, la virgule, derrière ça, voilà, et wow, par exemple. Et là, ça se passe bien. Et là, vous avez une autre information, et ça, merci les outils de Go, parce que comme je vous disais, c'est statiquement compilé, je vais y arriver. Là, en fait, il vous dit, ok, tu as créé une fonction que tu vas exporter. Tu as mis une majuscule. Donc, aide-moi à décrire ce que c'est. D'accord. Et donc là, tu vas te placer au-dessus. En fait, il te dit soit tu la commentes, et à ce moment-là, tout le monde saura ce qu'elle fait en dehors de ton package. Exactement. Soit tu la commandes pas, et il vaut mieux pas la partager, parce qu'elle est que pour toi, quoi. Exactement. Et en fait, parce qu'il faut savoir qu'on vous demande de commenter dans votre code source, ça paraît très bizarre, mais c'était une volonté du langage, donc soit, moi je commande tout, mais on vous dit, si jamais c'est un truc privé à toi, t'es pas obligé de le commenter. Te fais pas chier, parce que de toute façon, à l'extérieur, on s'en fout. Après, vous savez bien qu'on se parle à son soi futur, ou à ses potes, à son équipe, etc. Il est important de commenter. Et là, le commentaire commence toujours par le nom de la fonction. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir générer la documentation. En fait, en Go, tout est inclus. C'est-à-dire, si on fait Godoc, on auto-génère une documentation. Et en fait, il n'y a pas de sur-outil comme dans les autres langages. Et c'est ce qui est vraiment plaisant, c'est que vous ne pensez qu'à votre code et vous ne pensez pas à tout ce qui serait extérieur. Et alors là, il y a des choses assez marrantes. C'est qu'une convention, c'est que si là, tu mets 3 petits points, parce que hello, on sait ce que ça veut dire, tu sauvegardes. Ça suffit à dire aux développeurs, mec, je t'ai dit ajouter je sais pas quoi ou faire hello, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, c'est explicite quoi. C'est explicite. Et quand tu t'estimes que c'est explicite. Voilà, quand le nom est trop explicite, vous verrez dans la communauté qu'il y a 3 petits points. Après, il y en a qui en abusent, c'est-à-dire qu'on a des 3 petits points absolument partout, et là, faut pas déconner. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va créer une deuxième fonction, et cette fonction, voilà, on va l'appeler toUpper. On va prendre en entrée donc une chaîne de caractères. Donc tu vas être obligé de la nommer la variable avant string. Ah oui, bah oui, donc là tu vas mettre str, ou input. Input c'est parfait. Et tu vas retourner un input. Un string. Une string, pardon. Décidément. J'ai du mal. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va devoir, comme je vous disais, il y a un principe d'immutabilité en Go. C'est-à-dire qu'on évite de... On va faire varier uniquement la variable qui est arrivée en entrée, mais on ne va pas pouvoir chaîner d'objets. C'est-à-dire quand vous êtes en JavaScript, input c'est une chaîne de caractères, mais auquel vous allez avoir une panoplie d'outils, ce que j'aime bien à titre perso d'ailleurs sur des langages comme JavaScript, en mettant, on va faire .upper, .machin, etc. Et ça en fait c'est vrai que c'est très pratique, mais par contre ça nécessite beaucoup de surprises. C'est-à-dire qu'en fait souvent en JavaScript vous avez un système de prototype qui vous permet d'en rajouter, et en fait vous allez avoir des surprises, c'est-à-dire que vous allez dire ah j'étais sûr qu'il y avait ça mais vous l'avez pas. Là en Go vous n'avez jamais de surprise, aussi parce que c'est encore une fois statiquement typé. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser return pour retourner la chaîne de caractères, et donc on va être obligé d'utiliser un paquet extérieur qui va réallouer de la mémoire, qui s'appelle strings au pluriel. Voilà, là tu vas pouvoir sauvegarder. Et il a pas trouvé. Ouais, alors j'ai modifié ça. Undefined. Donc là en fait, parce que normalement quand je sauvegarde à ce moment là, pour vous expliquer un petit peu, il propose un auto-import. Ouais, il m'ajoute l'import en haut et après je fais point et il va me le nommer. Parce que là de tête, je crois que c'est capitalize mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, donc ce qu'on va faire c'est que tu vas faire point. Ouais, alors fais cap, C majuscule. Hop là.
Ouais, donc ok. Donc il est dans les choux. Il a Et pas tu trouvé, vas là. écrire capitalise en anglais avec un Z, voilà, capitalise. Et entre parenthèses, tu vas entrer input à l'intérieur. Je sais pas bien si c'est ça, franchement, je les connais pas de tête. C'est pas. Et donc là, voilà. Là, si je sauvegarde, il me dit toujours que strings n'existe pas. Du coup... On- Mais attends, mais parce que est-ce que On a- les extensions... On a eu le souci la dernière fois. J'avais installé les extensions la dernière Ouais, fois. ouais. Hein. C'était Ouais. Go... C'est par Microsoft? Ouais. Ouais, c'est ça. L'extension. Ouais, c'est Microsoft qui est. Rich Go language support for Visual Studio Code. Bon, alors on va le mettre à la place. Là, je comprends pas bien pourquoi c'est ça. C'est pas string parce que string, comme on vous expliquait au début, c'est pour ça que j'introduisais comme ça, c'est un mot-clé qui est parfaitement réservé. Ouais. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Hmm. Donc le nom du paquet. Donc ce qu'on va faire, c'est que juste en haut, tu vas passer tu vas passer à la ligne et tu vas faire import, toujours double quote, et là tu vas taper strings dedans. On l'importe à la main. En fait, ce qu'on a voulu vous démontrer, c'est que quand on sauvegarde, normalement, il l'importe tout seul. Et alors là... Donc là, c'est peut-être capitalize qui n'existe pas. Mais c'est pas strings avec un S majuscule ou un truc dans le genre? Non, c'est bien ça. Alors enlève capitalize. Undefined strings.capitalize. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être moi qui ai déconné. Hop. C'est même clairement moi qui ai déconné, ceci dit. Tu reviens et tu refais un point. Cap. Là, j'ai cap tout court. Non, minuscule. par contre, c'est alors toujours en majuscule parce que c'est les exports du. Ah bah oui. Voilà. Je Et là, tu fais point, il va recharger sa. Et alors là, vas-y, scroll pour voir ce que t'as. Index, bah, c'est quoi tout ça? J'ai l'impression qu'il est pas du tout là où il faut. Hein. Non, mais j'ai l'impression qu'il est. New reader, new replacer. Non, là en fait, Println. il propose tout ce que tu pourras avoir sur le FMT global, quoi. Ouais. C'est incroyable ça. Est-ce que c'est pas quelque chose que j'aurais oublié de paramétrer par exemple sur le projet ou des choses comme Pas ça? du tout, Non. pas du tout. Vraiment, en plus, c'est un paquet qui est totalement natif. Alors, enlève string, on va le garder dans l'import. Tu vas le retaper. Retape string pour voir si c'est la complétion qui est donc avec un S, point. Et là. Non, ça n'a pas changé. Est-ce que tu peux partager un navigateur à la place de Bien sûr. cet écran-là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la doc. Je vais vous emmener dans la GoDoc. Alors, là, j'ai hâte de savoir notre vie de développeur, c'est ça. C'est-à-dire, donc là, voilà, tu vas aller dans la GoDoc et on va taper. Alors attends, Golang. Donc là, tu es dans un paquet qui s'appelle Tools dans l'URL. Sur Google, tu tapes GoDoc strings au pluriel. Voilà, on va faire ça. Ça va être plus simple. Hop là. Strings. Strings. Voilà, et là si tu vas dedans, donc là vous voyez l'URL, l'adresse donc de la page c'est godoc.org/strings, ça veut dire que c'est quelque chose qui est livré avec. Oui. Et là vous voyez donc dans la table d'index, pardon, je monte du doigt l'écran, c'est très pratique pour vous, excusez-moi je suis pas très habitué au live, on voit qu'on n'a pas capitalize, donc j'ai complètement déconné, donc vas-y tu vas descendre, on a un truc qui s'appelle toUpper. Ah bah voilà. Ok, ça marche. Tout simplement. Tout simplement. Donc, si tu peux cliquer donc juste ici sur toUpper pour montrer à tout le monde. Et là, en fait, il faut peut-être que ouais, je zoome un petit peu pour que ça se voit mieux. Et là, ce qui est pratique, alors quand vous faites du Go, vous savez quoi, on entre une chaîne de caractères, on ressort une chaîne de caractères, donc pas vraiment besoin d'exemple. Mais là, ce que tu vas faire, c'est assez cool, c'est qu'on peut ouvrir à chaque fois un exemple. Et là, on vous dit, alors le FMT, c'est le paquet qu'on avait vu de formatage, Ouais, voilà le premier. qui vous permet de printer, de formater des erreurs, de faire des choses comme ça. Ouais. Et donc là, en fait, ils ont encapsulé ce qu'on va utiliser, strings.toUpper. En l'imprimant pour vous montrer, pour que vous puissiez jouer avec. Le truc intéressant dans cette GoDoc, je suis assez content en fait qu'on ait eu ce problème parce que ça me permet de le montrer. Des choses, je suis vraiment désolé pour ceux qui regardent parce que c'est des choses auxquelles on pense plus quand t'as un niveau assez haut dessus. Voilà, c'est ce fameux bouton play. Et là, si tu cliques dessus, ce qui est cool, c'est qu'on va vous emmener sur un autre site qu'on appelle entre nous le Playground. Et le Playground, ça vous permet. Alors, il est à tous mes amis et grands contributeurs de Go, il est juste nul à chier. C'est-à-dire pas de coloration syntaxique, pas d'auto-import, enfin vous n'êtes pas dans un code quoi, du tout, dans un éditeur. Mais du coup, il a le mérite, c'est quand on parle sur un bout de code, on peut se le passer. C'est-à-dire là, si tu fais run, il va simplement imprimer. Donc t'as le bouton juste ici. Run. Voilà, donc en bas, il nous a donné un serveur, un petit serveur. Donc derrière, c'est Docker qui tourne pour. Il instancie à la volée. Ouais. Il fait tourner le programme et puis ensuite il détruit le programme. Exactement. Puis le truc est sécurisé, donc vous pouvez pas faire trop de conneries dessus, etc. Et là, vous avez une adresse, en tout cas, que vous pouvez partager à qui que ce soit et qui vous permet de revenir pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais si, regarde, c'est comme ça, etc. Dans les faits, en fait, on code souvent
directement en local et on copie le truc pour le filer à quelqu'un, parce que comme vous avez vu, l'éditeur est pourrave, quoi. Ouais. Ça devrait changer avec la version 2, mais encore une fois, c'est une question de temps de la communauté aussi. Oui. Donc voilà, donc on va pouvoir retourner vers notre éditeur et en fait on va s'apercevoir qu'on cherchait Capitalize et que c'était TwoUpper et c'était vraiment pas voulu, je me rappelle jamais de ça parce qu'en fait voilà. Et là il trouve. Et là, il trouve. Magnifiquement il trouve. Et donc là on va utiliser input. Donc là, ce qui est assez intéressant, ce qu'on vous fait là, c'est ce qu'on appelle un peu du code spaghetti, c'est-à-dire que faire notre propre fonction, capsule, TwoUpper, ça peu d'intérêt, mais c'est pour le. Mais c'est vraiment pour vous montrer pour la démo. Exactement. Et là, sur le mot world, par exemple, on va pouvoir rajouter, directement comme ça. Alors pas du tout, justement, ça n'existe pas. D'accord. Pourquoi ? Parce que le type string world que tu retournes, il n'est pas chargé d'outils. D'accord. Justement, c'est un vrai type string sur lequel tu peux toujours faire la même chose. Ok, donc tu peux faire par contre TwoUpper. Exactement. World. Comme ça. Exactement. D'accord. Et comme vous êtes toujours sur le même principe, comme vous êtes dans le même paquet, ce qui est intéressant, c'est que le TwoUpper, il n'y a rien devant. C'est pas Pierre.TwoUpper, machin, là vous êtes dans le même paquet. Ce qui est marrant, c'est que maintenant on va aller simplifier notre main.go et on va commencer à essayer d'utiliser à la fois TwoUpper et à la fois hello. Donc là, ce qui va se passer, c'est, alors volontairement, on va pas importer Pierre, parce qu'en plus, vous allez voir que c'est chiant, c'est vraiment très relou. Là-dessus, c'est relou à importer. Vous allez voir pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, voilà, tu vas pouvoir faire pierre.hello h majuscule. Et là, vous allez voir la ligne d'import, elle va commencer à bouger à la sauvegarde. Et voilà. Alors pourquoi je vous disais que c'est relou ? Parce qu'en fait, l'import que vous faites, de façon à ce que Go soit interopérationnel, vous importez depuis le Go/src. Et là, on est dans le répertoire GitHub, et puis ensuite avec ton nom et le nom du projet. Oui, d'accord, ok. / le nom du paquet. Et donc en fait, quand vous devez vous-même le faire, là, dans ces cas-là, c'est vraiment un truc qui est painful à faire, parce qu'il faut aller se fader l'ensemble du truc. En général, tu te plantes. Et en général, tu te plantes. Et on parlait tout à l'heure de Mamie, à qui on fait d'énormes bisous. On parlait de Mamie tout à l'heure en disant que quand vous êtes dans un éditeur qui n'est pas prévu, c'est très gênant de ne pas avoir les outils comme on les a là, parce que l'auto-import, etc., c'est quelque chose qui va de soi, quoi. Donc honnêtement, allez pas coder dans un truc qui vous aide pas auto-importé. Donc là, quand je dis ça, j'ai tout dit, c'est-à-dire prenez des éditeurs gratuits comme Code, je vous le conseille, ou alors on peut retourner vers les suites d'IntelliJ. Il y a Goland qui existe chez IntelliJ. Bon, vous repayez vos 160 balles par an, en perso 60 balles, en pro 160 balles pour peut-être un peu de mieux par rapport à ça, mais comme Go est statiquement typé, ça sert à rien d'avoir une usine, puis ça consomme pas de mémoire. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui est assez intéressant, c'est que donc avec Pierre, on bosse sur le projet Seize, chez Seize la boîte, et moi j'ai à peu près, je dois avoir une vingtaine de codes de lancer. Ils sont tous empilés sur le même truc, et puis j'explose avec le Mac pour aller les choisir, et jamais aucun ordi n'a ventilé pour ça. Ils savent enlever la mémoire et tout ça. Ouais. Donc je vous le conseille. Je fais un petit rappel là-dessus, parce que quand t'es nouveau... Par rapport à d'autres IDE qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus balèzes. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est que l'ordi ventile pas, alors que quand même derrière c'est Electron qui est quand même connu pour bouffer de la RAM et pour bouffer du CPU. C'est ça. C'est quand même plutôt bien optimisé, quoi. Mais moi justement, j'en parle assez souvent. Là, on pourrait déraper, donc je vais pas forcément le faire, mais j'en parle assez souvent. Pour moi, Microsoft revient dans le game, quoi. On revient vraiment dans la course là-dessus, parce que ça, c'est l'éditeur de mes rêves. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis passé sur tous les énièmes Sublime et tout ce que tu peux savoir, etc. Et puis j'ai fini dans l'IntelliJ l'Ultimate, donc t'as tous les langages, etc. Gros truc en Java, bien optimisé. IntelliJ fait un beau boulot. Mais alors non merci, quoi. Et là en fait on est sur un truc où la gestion de la mémoire, il y a juste à voir le nombre de threads variés dans le truc de moniteur que vous pouvez ouvrir, n'importe quel utilisateur peut le faire, vous codez, etc. Vous allez voir en fait ils allouent bien la mémoire, c'est bien fait. J'en profite pour remercier Christophe qui s'est réabonné pour la 29e fois d'affilée. Et qui nous a affublé d'un joli pouette. Christophe pouette aussi. C'est très beau. Et donc là, bon, comme vous avez vu, on a utilisé, on a tapé nous-mêmes pierre.hello, etc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas enlever hello et le point, du coup, et c'est juste pour voir l'autocomplétion. C'est marrant quand on enlève les parenthèses, etc. Juste, voilà. Et là, tu vas taper point, et alors là,
Et ben en fait c'est un truc qui est comment dirais-je. En fait ça c'est des fonctions que vous avez qui sont natives paquets. Qui sont globales. Ouais. Et donc justement on les appelle les natifs paquets parce que ça vous pouvez les utiliser sans jamais préfixer. D'accord. Vous avez des petites couleurs, des petits pictos, etc. Parce qu'à la fois vous avez des types, donc des types, et à la fois vous avez des fonctions. D'accord. Et en fait ils vous les mettent quand même en autocomplétion après un point. Hum. Moi je trouve on peut le configurer pour le sortir, etc. Je trouve ça Ouais. un peu chiant parce que les makes, les new, les machins, vous en avez pas besoin, alors que là vous êtes sur Pierre, vous l'avez aussi dans le paquet main, tout ça. Et il se passe quoi si je fais Pierre.println? Ça print quand même dans la console? Eh ben on va alors le print. Parce que je suis sur fmt.println, que je lui passe un Pierre.println, ça va pas marcher par contre. Non, alors pas dans le println, je pense qu'il faudrait que tu reviennes à la ligne. Ouais. Parce que là en fait comme il n'y a pas de sortie, il va en fait et ça c'est très controversé en Go actuellement, on en parle beaucoup, c'est que les trucs comme ça en fait, on vous a dit qu'une fonction elle était immutable, c'est-à-dire qu'on prenait des entrées et on a des sorties. Quand on voit des prints qui envoient dans donc la sortie c'est de la le mutation std out, quelque etc., part. on a muté. Et Ouais. là en fait c'est assez déconnant. En fait. Et donc là tu peux écrire une chaîne de caractères en double quote et on va voir juste après ce qui se passe. On va revenir sur le Pierre point pour voir si on a bien notre hello. Yes. Loupé. Hop. Pierre. Point. Et donc là, Du tu coup, peux taper... Si je monte un peu vers les H, on Voilà. a bien notre hello. On a notre hello. Et si tu descends... Ah pardon. Ah pardon. Non, il n'y a pas de souci, on va le reprendre. Mais Hop, si jamais tu tu descends. redescends vers les T, Ouais. vous allez voir, voilà. Hop. PQRST, hop, True. on a true donc qui est un type, Et on n'a pas le to upper. on n'a pas le to upper parce Yes. qu'il est privé à votre paquet. Ouais. Et ça c'est génial en tant que développeur, vous pouvez foutre une merde énorme dans votre paquet. Quand je dis une merde, c'est surtout vous organiser correctement, mais vous pouvez faire ce que vous voulez et n'exposer qu'un seul truc à la sortie. Le développeur qui va importer votre paquet va faire ah putain génial, c'est cool parce que... Je trouve ça vachement plus parlant le fait que ce soit minuscule, majuscule par rapport à d'autres langages comme C++ ou autres où c'est moins ou plus ou dièse Ouais. ou étoile ou truc et tu sais plus qui fait quoi. Et Et c'est il y a un moment où Exactement. ça devient Et le bordel. Et c'est quand même nettement le problème de Java et PHP, etc. Donc qui sont pas dans Même la même C# catégorie, je le rappelle. Mm. Mais où on est obligé de dire private, protected, C'est ça. privé, etc. Enfin, Tu sais plus trop, enfin de temps en temps tu sais plus trop à quoi correspond. Alors attends, protected c'est quand même dans le même package ou pas? Non. Ouais, exactement. c'est chez exactement. les enfants mais pas les parents. Et là, vous êtes, alors je l'ai répété plein de fois pour que ça rentre, vous êtes vraiment statiquement compilé. Ouais. Et donc du coup, de ce fait, c'est que là, quand vous utilisez une minuscule, vous savez que vous avez fait erreur. C'est Ouais. pour ça qu'on va voir le println qui est la globale, qui est... Il devrait m'engueuler. Il devrait t'engueuler. Mais après, j'ai l'impression qu'il va quand même fonctionner parce que je connais l'AST, donc c'est l'arbre qui permet de compiler derrière. Je me dis que ça pourrait être possible. Mais effectivement. Alors déjà il m'engueule. Alors déjà, et il t'engueule pas sur le bon truc, c'est-à-dire que hello, t'as pas rentré ce qu'il fallait, il t'engueule sur le deuxième. Ok, bah c'est tout à fait normal. C'est vrai, Hello. Si, non, Hello, c'est bon. Hello, Ah oui, non, je vais t'as pas bien. donner de paramètres. Très bien. Et là, il me dit undefined. Exactement. I cannot refer to unexported name. D'accord. Parfait. Ok. Ouais, donc Du effectivement. coup, c'est effectivement dommage que l'autocomplétion propose des choses qui vont. Elle sait pertinemment que ça va péter derrière. Exactement. Et ça, d'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Ok. Alors, je me dis que ça aurait pu marcher. Bon, Yarty qui nous dit Nelliger n'est pas là, car sinon il aurait fait un scandale. Et Nelliger fait toujours des scandales. Il aime faire les scandales, lui. Ça marche. Donc effectivement, donc non, ça marche pas. Je me disais que c'était possible. Après, encore une fois, vous savez, il y a des choses qu'on connaît pas forcément dans le langage ou qu'on n'a pas poussé. Oui. Ce genre de truc là, je le ferai absolument jamais, vu que comme c'est globalisé à chaque paquet, du coup, voilà. Oui, Donc, t'essayes plus ce genre de choses depuis belle lurette, quoi. Exactement. Après, là, vous pouvez voir un truc qui est assez rigolo, c'est que le hello retourne 2 chaînes de caractères. Oui. Et on l'a entré dans println. Et println, lui, voilà, ça... tu as le bon réflexe. Ah, Et point. Et là, on arrive dans un truc qui est relou pour des nouveaux, qui est le point interface accolade. Donc ça, je vais vous le détailler, on va prendre le temps de vous le détailler. C'est parce qu'en fait, A, vous pouvez le répéter avec des virgules autant de fois que vous souhaitez. D'accord. Et interface, dans Go, c'est finalement un type, ça reste un type, mais qui est le type natif à tous les types. C'est-à-dire qu'interface, on vous dit, on prend ce que tu veux, on va se démerder derrière. C'est un peu comme le any en TypeScript. Exactement. Ou comme le object en Java. Alors, plus sachant que l'object,
Il y a quand même une notion d'héritage. Exactement. C'est pas de l'interface. Mais le any, c'est exactement, le any a été copié, parce qu'en fait, il faut savoir que TypeScript s'est copié sur des langages comme Go et comme Elm, enfin, pas copié, inspiré Oui. par des statiquement typés. Donc, du coup, tout cet écosystème, on a un peu le même truc. Et là, par contre, ce qui est intéressant, puisqu'on le voit, c'est que vous voyez qu'en fait, on retourne un truc qui s'appelle n, il est nommé. Nous, on nomme jamais nos paramètres de retour. On a mis string, mais on pourrait les appeler. Ouais. On pourrait les modifier en cours, etc. C'est assez intéressant à faire. Mais là, on va déjà un peu plus loin. Et ensuite, il y a un autre truc qui est primordial à comprendre en Go, ça va être le type error. Et je vais vous le montrer, un petit peu tout à l'heure. Alors, il n'y a pas d'exception en Go, il y a des erreurs, mais on va venir dessus tout à l'heure. Donc ça, la première partie qu'on... Du coup, c'est un type ou une interface? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même couleur entre int qui est un type natif, qui est vert, et error est bleu. Pourquoi error est bleu? Pourquoi error est bleu? Alors là, c'est une super question. Parce que... Merde, en fait, j'aurais pas dû la poser. Non, mais en fait, si tu veux, c'est une super question, parce qu'en fait, ils ont regroupé, d'un côté, tu as les types, tu as des types langages qui vont être en bleu, et de l'autre côté, tu as les types langages qui vont être des types langages scalaires qui vont être en vert. Et donc, on va avoir tous les scalaires qui vont être int, bool, string, etc. Sachant que Go vous propose une panoplie, et c'est là, par contre, vous avez intérêt d'être... désolé, ça fait un peu hautain de le dire comme ça, mais je suis obligé de le dire comme ça. Vous avez... intérêt d'être bon développeur quand vous développez en Go, parce que vous avez une vraie panoplie. On ne retourne pas un entier en Go, on retourne un entier signé, non signé, sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 ou 64 bits. On retourne un flottant, donc avec des décimales. Pareil, vous devez... Enfin, et là, c'est à vous, vraiment... Vous pouvez mettre int et float, comme je disais, des décimales pour le dernier, et puis pour le premier, juste un entier. Mais alors là, généralement, quand vous codez comme ça et qu'on regarde votre programme, donc là c'est le cas, par exemple, là le println va vous dire combien de caractères, enfin je sais pas, between, peut-être le nombre de lignes ou le nombre de bytes, je sais plus, le nombre de bytes qui est retourné. Mais vraiment parce que la fonction println est une fonction, déjà on vous prend des interfaces, donc on vous prend n'importe quoi et donc on vous dit combien il y a de n'importe quoi. Donc là c'est normal en fait ce truc là. Mais quand vous allez travailler, donc là on travaillait avec mon collègue ce matin sur de la vidéo, vous devez être précis, c'est-à-dire combien il y a de paquets, combien il y a de bytes dans votre vidéo. Si vous donnez à vos développeurs du int 64, vous allez vous dire on vous retourne des milliards d'informations. Si vous donnez du 32, vous dites déjà c'est limité en espace mémoire, etc. Donc ça paraît un peu sioux, c'est un peu compliqué en se disant putain les mecs ils se fâtent le calcul, etc. Bon, on est comme tout le monde, on commence par sizer un peu, on met 8 machin, si ça déborde, le programme pète et on corrige. Non mais parce que faut aussi faut arrêter d'être trop hautain. Mais en tout cas en tant que bon programmeur, faites des bons choix, c'est assez important. Bien sûr. Voilà, et le type error, on va le voir aussi. Juste. Alors moi je vais faire un truc que j'aime bien faire. Est-ce qu'on peut contrôle-cliquer? Alors, sans problème. Et d'ailleurs, en fait, j'étais tellement sous IntelliJ, comme je vous disais avant, que du coup, le commande B, moi, je me le suis configuré comme le contrôle-clic qui va vers le truc. Et là, alors aussi, ce qu'il faut dire, alors, le retourne quand même. Oui, je digresse. Non, c'est moi. Non, c'est moi, parce que je voulais vraiment vous présenter, tu vois, le côté interface et tout ça. Donc, mais par contre, ce que tu nous montres là, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Go a été suffisamment mature, Go s'est autocompilé. C'est-à-dire que le compilateur de Go, qui permet de compiler votre programme en un binaire, donc un exécutable que vous pouvez fournir sur différents systèmes, il est codé en Go. Et ça, en fait, c'est la magie. Alors, c'est très souvent le cas. En Node, maintenant, c'est arrivé aussi, c'est arrivé un petit peu partout. Mais ce qui est génial, c'est que du coup, Go vous offre le code source des paquets. Tous les paquets sont ouverts comme ça. Quand on est allé sur Godoc, c'est ça qui l'ouvre, en fait, et puis qui va interpréter, etc. Et du coup, qui vous donne aussi les best practices pour commenter, pour coder, etc. Parce que les trucs sont quand même revus par une communauté de... Vous imaginez bien de... Allez, je vais faire une blague dans le live de Neger, peut-être, non ? De Nelliger ? Nelliger, pardon. De Nelliger, donc des gens qui vont à la fois, comment dire, donner un avis bien positionné et des fois déconner, mais des fois déconner, ça aide aussi à se dire, putain, en fait, il est pas con, quoi. Pourquoi le truc, pourquoi on l'a nommé comme ça? Et en tout cas, toute cette communauté aide à faire avancer. Et donc là, en fait, je vous parlais tout à l'heure de comment ça s'appelle, d'immutabilité, d'entrée-sortie. La meilleure fonction, c'est pas forcément println, parce que comme vous pouvez voir, elle utilise celle du dessus qui s'appelle fprintln, et fprintln a besoin en entrée de ce qu'on appelle un... Alors, je ne vais pas le faire forcément à l'anglaise, donc le writer, mais a besoin en tout cas d'une structure, d'une variable qu'elle va faire modifier. Et là, vous voyez que c'est triché, parce qu'il y a le package
l'OS qui a été utilisé en mode std-out. Mhm. Std-out, c'est votre console. Et donc Ouais. on voit bien que là, la println, c'est par convenient facility, mais c'est pas du tout ce qu'on utilise. On utilise beaucoup println, hein, je dis pas qu'on l'utilise pas, mais si on voulait être propre, il faut toujours utiliser plutôt print, fprintln, et Oui. déclarer le OS std-out dans notre programme. Comme ça, on a la main dessus. Oui. Et quand vous faites des tests unitaires, bah ça, vous pouvez le faire varier et faire ce que vous voulez, quoi. Alors que là, vous pourrez jamais y toucher. Oui, que typiquement, si tu es sur un serveur, c'est pas forcément sur la std-out que tu vas vouloir écrire, mais dans un fichier ou ailleurs. Exactement, ou ouais, effectivement, Mm. ou même d'autres standards, etc. Donc voilà, bon, c'était bien en tout cas d'aller vers ça, parce que ça me permettra de vous montrer le côté error et compagnie. Ok. Donc, je vais buter ma verrue. Voilà, c'est ça. Alors, question bête. Et là, je vais demander de vous accrocher un petit peu. Juste question bête, rapide. Ouais. Le import qui a mis un espace en trop, en fait, c'est juste un petit glitch de... Enfin, un espace, pas un espace, un retour chariot. Un en retour trop. chariot. Alors en fait, il y a deux façons. Chez Seize, le linter a été pimpé un petit peu pour que tous les paquets qui sont des paquets globaux langage sont tout D'accord. en haut, Ouais. FMT, string, etc. Mm. Tous les paquets, je passe une ligne, tous les paquets qui sont extérieurs qu'on utilise, sont d'abord importés avant les nôtres, et ensuite il y a les nôtres. Ce qui fait que j'ai D'accord. 3 passages à la ligne en réalité dans tous les programmes qui prennent du natif, de l'extérieur, et puis les nôtres. Alors les nôtres, ça peut être des nôtres importés extérieurs, donc Ouais. pas à ce repository, où là je les différencie pas. Ce serait trop avancé. Du coup, c'est voulu. Du coup, c'est voulu, ouais. Ok. Donc, du coup, c'est une aide. Mais par contre, en aucun cas, là, l'import va t'aider à te dire c'est les tiens ou c'est pas les tiens. Il va Oui, pas oui. reconnaître que il t'aidera pas du tout là-dessus. D'accord. Voilà. Donc là, on va retourner dans notre package Pierre. Et c'est à ce moment-là où je vais vous demander de vous accrocher. Allons-y. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en mémoire, on a besoin de stocker des choses. Pour l'instant, on le sait peut-être pas, mais en mémoire, ce qu'on stocke, c'est des variables ou des constantes. Mhm. D'accord ? Encore qu'on n'a encore jamais utilisé les constantes, donc on va peut-être s'amuser à les utiliser un petit peu après. Constante, au lieu du mot-clé var, vous avez const, et vous ne pouvez plus modifier sa valeur. C'est impossible. Totalement impossible. Mais là on sortira du tout. Du coup, je vais essayer de deviner la réponse à ma question. Comme on est dans un contexte statique, qui est du coup typé statiquement, Ouais. si jamais tu fais une const et que dans ton code, tu essayes de la modifier, en fait, il va même pas compiler. Il ne va même pas compiler. Et il va tout de suite te surligner en rouge en disant non, c'est une constante, tu la touches pas, quoi. Là, l'outil qu'on utilise va linter et nous engueuler, mais Mm. par contre, dès que vous allez tenter de compiler, on va dire là, Il va exploser. Clairement, c'est pas possible. D'accord. Clairement, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un point intéressant. Donc le point pour stocker en mémoire, c'est que vous avez des variables. Donc il y en a qui mettent beaucoup de choses dans les variables, etc. Mais vous pouvez structurer votre travail, et là j'ai triché sur la terminologie, parce que vous allez pouvoir créer des pseudo-objets, pour ceux qui viennent du langage de programmation orientée objet, et vous allez créer des structures. Oui. Alors, une structure, comment ça se déclare ? On va commencer juste au-dessus de hello, par déclarer ce qu'on va appeler un type. Donc on va écrire type. Donc là, la première réaction que vous devez penser, c'est ok, je vais déclarer un type. Là, vous allez le nommer comme vous souhaitez. Alors comme on est dans le paquet Pierre, ce qu'on pourrait faire, c'est tu pourrais l'appeler par exemple human. Tu sais, on va jouer le jeu de mettre un prénom à human. Enfin, Oui. je sais pas, ou ce que tu veux. Franchement, ce que tu veux. Bah, human, si tu veux. Je le mets avec un H majuscule parce qu'on Comme tu veux. va l'exporter. Comme tu veux, c'est on va c'est- l'utiliser. c'est le côté intéressant. D'accord. Donc, vous pouvez avoir des structures internes à votre paquet Mhm. qui vont vous permettre de faire des choses, mais que vous n'exportez jamais. Mhm. Là, en l'occurrence, on va pas l'exporter. Parce que oui. comme ça, on va arriver sur les variables. Ça va être assez intéressant d'ailleurs. Alors qu'on aimerait bien l'utiliser. Et donc là, comme c'est un type human, il faut définir le type de ce que c'est. Et donc nous, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est une structure. Donc on va l'appeler struct. Donc là, vous avez défini une structure. Donc là, entre accolades. Et là, en gros, on va passer à la ligne. Et là, si tu sauvegardes, lui il va tout plier, voilà. Et là, vous avez votre structure human. Elle fait rien, cette structure. Alors, on peut l'utiliser telle qu'elle, là, dans 1 million de cas. Mais il est totalement impossible de lui rajouter des informations à cette structure. On n'est pas comme dans d'autres langages où on peut dynamiquement, toujours sur du typage statique, on va pas pouvoir l'ajouter. Mais ça va déjà nous permettre de faire des choses. Mm. C'est-à-dire que par exemple,
à la place, donc dans toUpper de input string, on pourrait très bien mettre input human, c'est-à-dire d'avance. Et en gros, oui, donc là, du coup, il m'engueule. Et par contre, du coup, il n'y a plus de coloration. Au niveau de la coloration, je suis tout le temps surpris pourquoi des fois il y a des trucs comme ça. Sauf que je les vois plus, j'ai changé les couleurs et tout ça. Donc effectivement. Bon, laisse l'erreur. Non, mais c'est bien la struct, hein. Dans tous les cas, il l'a bien trouvé. C'est ça, mais j'aurais cru que... Ah ouais, non, c'est moi qui ai rajouté le... Putain. Pardon, excuse-moi. Non, j'ai rajouté des trucs pour... Enfin, en fait, j'ai recodé un bout de l'extension qui proposait et ça doit être en cours de PR. Pour ajouter d'autres couleurs. Pour rajouter d'autres couleurs qui sont... Parce que le problème, c'est que human, c'est un type là-haut qui est pas scalaire, et du coup, là-haut, quand on écrit type human struct, tout en haut du fichier, il est vert comme string, et on le retrouve en bas, et c'est pas le cas. Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui était un peu désordonné. C'est un peu bizarre, ouais. J'ai fait des propositions, mais vous imaginez bien que tout le monde a son avis dessus, donc j'ai proposé, et puis là, c'est en train de bouger. Donc ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que bon, là on est en erreur, on va continuer de travailler sur human, et human, on va lui donner une clé de structure, j'appelle bien une clé de structure, qui va s'appeler name. Et donc là, name, on va la typer avec voilà, une string. Alors, ce qui est très bizarre, c'est est-ce que c'est moi qui fais ça ou pas Non, j'avais déjà le problème la dernière fois, et en fait, c'est parce que je suis encore sur autre chose. Parce que à chaque fois, je crois que string, je le mets en S majuscule, mais je me fais avoir par les fichiers protobuf que j'utilise pour chez nous. On vous présentera ça plutôt un autre jour. Donc là, ça veut dire que par définition, quand on va créer un nouveau human, ce qui va se passer, c'est que le name, il va être à chaîne vide. C'est-à-dire qu'il n'est pas nil parce qu'on n'a rien mis. Et, petite chose un petit peu surprenante, on ne peut pas, dans une structure, mettre de valeur par défaut aux attributs de cette structure. Ça vous oblige quoi? Ça vous oblige, en tant que développeur, à créer du contrôle sur structure. Premier point. Donc là, ce qu'on fait, c'est généralement... Donc là, par exemple, si je fais input.name, il devrait plus m'engueuler. Exactement. Yes. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, ça veut dire que... Bon, maintenant, on va se poser la question, mais comment je peux déclarer une structure? Exactement. Donc tu as une façon de déclarer une structure, c'est que là, tu vas écrire human à la place de word... Ou je le fais au-dessus, sinon. Ou tu peux le faire au-dessus. Donc là, tu peux faire... human. Par exemple, tu peux faire h, on va le mettre dans une variable. Et là, comme on vous disait, pour allouer de l'espace, c'est pas égal vu que le h il n'est pas encore connu, donc on va faire 2 points égal. Yes. Voilà, 2 points égal, et là tu vas pouvoir écrire ton human. Du coup, c'est human. Human, j'aurais envie de dire parenthèse. Non, entre accolades. D'accord. Ouais, entre accolades. Et là, je dois dire name. 2 points. 2 points. Et voilà, avec les doubles côtes, et là tu peux l'appeler Pierre si tu veux, on est dans le paquet, ouais. ça va très bien comme ça. Et voilà, et donc là, quand tu vas sauvegarder, alors, en fait c'est une erreur, l'erreur qui est en dessous, c'est une erreur qu'on va pouvoir appeler une erreur un peu dramatique. Donc en fait tu ne vois pas le fait qu'il y a une erreur juste au-dessus, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, mets H en l'occurrence. Oui, parce que là, dans tous les cas, j'ai pas le droit d'utiliser un string à la place d'un human. Exactement. Donc ça en fait c'est le premier truc qui fait péter le compilateur, parce que dans son ordre d'exécution il regarde ce qui est vraiment dramatique. Mais il y en avait une autre. Donc si je sauvegarde, il va peut-être m'en afficher une. Non, et justement elle n'existe plus. Duplique la ligne H, c'était juste pour vous montrer que Go vous êtes vraiment, et appelle-le H2 par exemple. C'est qu'en fait comme il y avait déjà une erreur dramatique, Go vous engueulez pas, mais là si tu sauvegardes, tac, on va t'engueuler parce qu'on va te dire H2 est déclaré mais jamais utilisé. D'accord. Et c'est pour ça que je vous disais que, bon, en fait, ça c'est pareil, c'est des trucs que je peux que vous inculquer, on va dire, parce que moi à l'œil tout de suite je me suis oula, et je regarde pas forcément le liseré. C'est-à-dire qu'en fait j'ai plutôt l'œil du langage, et déjà le H je me disais ouf, ça va me poser problème parce que je l'utilise nulle part. Ouais. Donc après, bon voilà, chacun a un petit peu son analyse. Mais du coup, c'est un warning ou c'est une erreur? Ah non, c'est une erreur, tu ne peux pas compiler. D'accord. Tu ne peux pas compiler. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, donc l'AST c'est un arbre de compilation, d'interprétation, etc. Comme le code était là un petit peu avant et que le compilateur du coup de code, il a gardé un petit peu l'historique, ce que tu as modifié, il a pris l'arbre dans l'inverse. Oui. Et donc du coup, en fait, tu as l'information inverse, alors que
dans notre tête, on dirait, mais non, il devrait prendre séquentiellement. Mhm. Il regarde pas ça, en fait. Il regarde la fonction, tu as une entrée, une sortie. Ta sortie est mauvaise, donc d'abord ta sortie, ce qui se passe dans ta fonction, on verra Mhm. plus tard. De toute Mhm. façon, ta sortie est mauvaise. D'accord. Et c'est marrant ce truc-là, parce qu'après, chacun a son œil. Moi, mon œil me disait, je suis resté très séquentiel, quoi. Mhm. Très impérial, en fait. Ouais. Donc voilà, donc Ligne là, par ligne. ligne par ligne. Donc là, vous avez créé une structure. Alors là, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Ah. C'est bien parce que vous avez votre structure, etc. C'est ce qu'il faut faire. Quand on débute, c'est ce qu'il faut faire et tout ça. Mais là, vous avez en quelque sorte alloué 2 fois la mémoire. Alors en réalité, Go va pas allouer 2 fois la mémoire pour une telle bêtise. Enfin, une telle... pas bêtise, mais une telle simplicité. Mhm. Mais en fait, là, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu commences par déclarer comment ça s'appelle, un humain dans ta variable h, Mhm. et en fait, le fait de l'entrer en tant qu'input dans ta variable toUpper, tu vas recopier, en quelque sorte, D'accord. le truc. Donc, Il normalement... n'y a pas de passage par référence, c'est du passage par valeur. Exactement. D'accord. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on devrait utiliser le passage par référence, et donc passer plutôt un pointeur, une adresse en mémoire. D'accord. Je vous le dis parce qu'il faut vous le dire, je sais pas si on va y aller parce que là franchement ce serait expliquer les pointeurs, etc. Ouais, Et là ça peut être ça peut compliqué. aller loin. Donc je vais pas vous compliquer. Maintenant, ce qui peut être sympa, c'est que comme vous l'avez vu, dans d'autres langages, on a ce qu'on appelle les getters. Mhm. Sauf que les getters et les setters, c'est un peu ce qu'on appelle du sucre syntaxique, c'est qu'on en rajoute un peu pour se dire « Ah, c'est facile, c'est pratique à utiliser ». Mais dans la réalité, comme on le voit en Go, le name, là par exemple, juste en dessous de la ligne h de point machin, tu peux très bien refaire un h.name égal et puis mettre ce que tu souhaites. Voilà, par exemple. Et ça va marcher. C'est-à-dire que, écoutez, dans la structure, vous n'avez, c'est que des variables de structure, des clés de structure, c'est pas Je des l'ai pas constantes. déclaré constant, ouais. Voilà, et tu ne peux pas le déclarer constant dans une structure. Ah ouais, d'accord. Voilà. C'est juste la structure qui peut être constante elle-même, par contre. Non plus. Ah bon. C'est juste la structure. H, j'aurais pas pu le déclarer constant. H, t'aurais pas pu le déclarer constant. Enfin, l'instance de la structure, pas la structure en elle-même, excuse-moi. Attends, je vérifie au plus profond de mon esprit. Mhm. Normalement, non. Si je... Alors, quand La on déclare constante, une constante, c'est quoi? juste C'est au-dessus. const espace quelque Ouais, chose? mais c'est au-dessus, c'est au niveau de ton paquet. Donc const H, Ouais, espace, égal. égal, human, Et là, tu mets juste, voilà, name. juste, ouais. Ah, Bah tu peux, en fait on aurait pu rien mettre juste pour voir si ça marchait. d'accord. Là tu peux aller jusqu'au bout, mais human avec les accolades. Hop. Là, pourquoi est-ce qu'il y a Alors, un là, gueule? Const initial. Ouais, c'est ça. Human literal is not a constant. C'est ça. Normalement, tu peux en constante, tu mets principalement que des scalaires ou des types, des types simples. Donc pas de structure, pas d'interface. Donc là, il me dit non, la structure, je ne ferai pas de constante avec Non, des structures. tu feras pas de constante avec ça. Ok. De façon à comment dire. Parce qu'en fait, après, je peux pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop violent, mais la structure est stockée en espace mémoire, pas comme une constante en fait. Mhm. Puisque les clés sont... En fait, tout est parallélisé, c'est-à-dire la structure, puis ensuite les clés, puis etc. Mhm. Alors qu'une constante, c'est juste une empreinte. Ouais. Donc là, ce serait déjà très bizarre de faire ça. Oui. Là, ce qui va être intéressant, c'est vous faire un petit peu paniquer sur les bords. Ça va être... Pardon, excusez-moi. Ce qu'on va faire... je réfléchis. Déjà, si je compile le truc, alors attends, Ouais, tu peux. que je me gourre pas, c'était Go build. Go build tout attaché. Go espace build. Ah non, go Toujours espace go build. voilà. Et là, si je fais point, il me compile tout, c'est ça? Si tu fais... Il va prendre le main Ouais, directement. ouais, il va prendre le Go mail. build point. C'est juste qu'on savait pas comment il nommait. D'accord. Voilà, Du bah là, coup, je là, peux il, faire là, un il le point nomme. slash go intro quoi. Exactement. Qui me dit hello Julien Hello, en Julien en majuscule. majuscule. Et donc Très là, bien. tu as utilisé ton paquet, etc. Enfin, le paquet que tu as créé, Mhm. etc. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer... que le toUpper est attaché à la structure. Et là, je vais peut-être te demander le clavier. Mhm. Le voici. Ouais. Si tu vas aller vite, tu vas faire mal. Non, je vais pas aller vite justement parce que c'est un AZERTY et en fait j'étais en train de me dire est-ce que c'est une bonne idée parce que je suis pas très bon en AZERTY. Donc ce que je veux vous montrer, c'est juste parce qu'il y a pas mal de petites modifications à faire, c'est que la première chose qu'on va faire, c'est que le toUpper, on va l'appeler toUpper name. Là tu t'as mis to name upper. Pardon.
Ouais, j'étais concentré sur trouver le N, le A et le M. Voilà, name. Donc on va l'appeler toUpper name. Donc on l'appelle, ça c'est juste pour... Oui, pour éviter de dire, on met pas en upper un humain, mais son nom. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher le toUpper name à la structure humain. C'est-à-dire que sans instance de structure, on ne pourrait pas utiliser cette fonction. Donc c'est un peu comme modifier un prototype en JavaScript. Exactement. C'est un peu comme attacher à un objet. Bah ouais, un prototype. Non, t'as raison. J'allais dire un objet, mais effectivement c'est ça. Attacher une fonction à un prototype. Quoi. D'accord. Et donc là, pour ce faire, c'est assez simple. Ce qui va se passer, c'est qu'on va. C'est human funk. Pardon. Ou funk human. C'est parce que je le fais tous les jours et en fait, je te jure, j'étais perdu. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ici. Il faut que ce soit, dans un premier temps, attaché à human. D'accord. Et on va pouvoir utiliser human en interne en l'appelant. D'accord ? D'accord. Et ce qu'on fait en réalité, mais là je peux pas vous perdre là-dessus, mais je vous le donne quand même en mille, c'est que la plupart du temps, la syntaxe que vous voyez, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on passe donc le pointeur de la structure pour ne pas redéclarer à l'intérieur, comme je vous disais, en espace. Donc j'arrête de vous embêter avec ça, parce que là je vous perdrai. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ici, au lieu d'utiliser l'input.name, et ben on va pouvoir utiliser la structure qui est entrée. Ouais. Donc la structure qui est entrée, pardon, excusez-moi, c'est bien celle-ci, donc human.name, et on va utiliser le .name. Et là, comme vous apercevez, l'entrée ne nous sert plus à grand chose. Ah oui, t'as une souris peut-être ? Yes. J'arrête, parce qu'il faut sélectionner ça. Moi, tu double-cliques sinon. Tac, tac. On va y arriver, il n'y a pas de souci, c'est du live. Donc voilà, donc on va faire comme ceci. Donc là, on voit très bien que ça ne va plus fonctionner. Et puis de toute façon, en fait, on s'aperçoit que ça sert un petit peu à rien de repasser la structure, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est comme on utilise la structure, on va pouvoir tout simplement. Okay, et donc là, on a bien vu qu'on a attaché une fonction à cette à cette structure. Donc on a déclaré une structure, etc., etc. Et tout ce micmac que vous voyez là, bah, ce qui est bien, c'est que ce qu'on exporte à l'extérieur de notre paquet main, on va simplement exporter quoi ? On va simplement exporter hello. Donc la structure et tout ça, comment vous gérez en interne, tout le monde s'en fout. Et vous avez vu, en fait, vous pouvez débuter en fait sur Go assez facilement, parce que au tout début, on vous a montré, on avait une structure simple, on renvoie des trucs simples, et là, on avait une... Enfin, quand je dis une structure, c'est-à-dire un code simple, pardon, et là, en fait, on a utilisé une structure. On a commencé à complexifier parce qu'on en a besoin, parce que des humains, je vais en créer plusieurs, parce que je vais pas dupliquer mes fonctions, parce que j'ai pas envie de recoder ou de copier-coller tout un tas de trucs que je pourrais mutualiser. Exactement. Le problème de ça, c'est que quand vous faites ça, je crois que c'est CTRL-S. Non, c'est Windows S. Windows S. Parce que alors, non seulement c'est de l'AZERTY, mais en plus c'est un clavier Windows. Pardon, je fous le bordel. Je suis particulier. Et donc, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, vous exportez, vous n'exportez pas human, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans name, etc., etc. Mais à un moment, vous allez pouvoir avoir besoin des différentes propriétés, et pour ce faire, on va utiliser des interfaces. D'accord. Et donc les interfaces, je pense que vu l'heure qu'il est, et vu ce qu'on a fait, on se le gardera pour une prochaine fois. On se le garde pour une autre fois. Mais simplement les interfaces, autant les structures vont déclarer des clés avec des types, etc. Ouais. On va déclarer un type d'interface comme ceci. Je vais l'effacer, mais on reviendra la prochaine fois dessus. Et donc là, on va pouvoir l'appeler human. Et c'est ça qui est pratique en Go, c'est que c'est pas parce que vous avez un truc en minuscule que vous ne pouvez pas l'appeler en majuscule. Le truc en minuscule, c'est votre truc interne. Ça évite que les développeurs qui veulent mettre un human extérieur redéveloppent un autre nom, ou human avec un underscore devant, ou les trucs qu'on voit partout. Et du coup, en fait, là, cette fois-ci, vous allez avoir une interface qui dit, ok, cette fois-ci j'ai un human, je vais refaire un désaccord. Alger. Pardon, non, mage, non. Ça, ah non, ici, ok. C'est ça. Coucou, j'apprends à développer. Et vous allez faire un truc qui s'appelle, alors pareil, en Go, on évite toujours de se faire chier le maximum. C'est-à-dire que si votre variable est scalaire, donc c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères, un entier ou quoi que ce soit, on va nommer la variable, on va l'appeler name, etc. Si en l'occurrence, la variable c'était human, bah, comme vous l'avez vu, on l'appelle h. On va pas se faire chier à l'appeler human vu que le type est déjà human. Donc en fait, c'est comme le coup des 3 petits points. Et en fait, c'est un truc global au langage. Bah pareil. Mais par contre, si t'en crées, j'en crée 5 parce que je crée toute l'équipe de la boîte, je vais les nommer potentiellement avec leur nom, en fait.
Ah je ouais, vais faire carrément, ouais. Julien, c'est un human, son nom c'est Exact. Julien. Exactement, ouais, exactement. Ouais. D'accord. Voilà, et si par exemple là dans ton interface tu souhaites avoir un human et avoir son nom, ce que tu vas faire c'est que simplement tu vas retourner, tu ne peux pas retourner de propriété, tu peux retourner que des fonctions dans une interface. Les fameux getters. Les fameux getters. D'accord. Voilà. Et là en fait c'est parce que tu peux pas inventer ce qu'il y a derrière. Ouais. Et là tu dis qu'un humain c'est n'importe quoi, c'est absolument n'importe quel est interfacé par un humain, n'importe quelle structure qui implémente la fonction name. D'accord. D'accord. Et Qui donc, retourne une string. voilà, et on reviendra dessus. Et donc là, bien entendu, c'est pas comme ça. Bien entendu, je vous conseille de faire human, etc. Et donc vous allez voir, représente human. Et généralement, là par contre, quand il s'agit d'interface, même si ça va de soi, on commence à documenter. Parce qu'il y a toujours à documenter. Et donc là, par exemple, alors c'est pour ça que je vous disais que c'était induit, etc. C'est que là, on voit très bien que la structure qui s'appelle human, elle a quelque chose qui s'appelle toUpperName, donc elle est pas d'interface human. Parce que si elle était d'interface human, alors il faudrait qu'ici on ait une fonction qui s'appelle name. D'accord. Voilà. Et donc là, ce que j'allais faire, c'est qu'ici, j'aurais là, renommé... Pour le coup, on a pour l'instant que un toUpperName, mais par contre, si on implémente .name en plus du toUpperName, on peut la déclarer comme interface, Exactement. comme satisfaisant l'interface humain. Exactement. Human. Et alors, la visibilité, il faut juste rester sur le fait que, et je vais te rendre le clavier, il faut juste insister sur le fait que la visibilité, votre human, la structure est en H minuscule, mais là, l'interface vous demande d'exporter. C'est toujours d'exporter. Il n'y aura pas vraiment d'interface que vous allez exporter qu'un N minuscule. D'accord. Donc en l'occurrence, là, vous allez mettre un N majuscule. Mais c'est pas parce que vous avez un N majuscule qu'à l'extérieur du paquet, le human, la structure, devient présent. C'est juste que vous avez un N majuscule pour satisfaire l'interface. Par contre, toute interface que tu déclares... Sinon, tu peux déclarer une interface en minuscule. T'as le droit. Ah oui, sans problème. Mais qui sera intérieur à ton paquet. Oui. C'est pour être sûr que... Et par contre, un truc qui est intéressant avec ça, c'est que si là, par exemple, mais bon, on irait beaucoup trop loin, je vais vraiment m'arrêter. C'est parce que là, c'est ce qui commence à être passionnant en Go. C'est que si là, par exemple, vous copiez-collez le type human, interface, etc., et que... Ouais, toute cette partie-là, et que là, tu l'appelles, par exemple, à la place de human, vous l'appelez pet, comme animal de compagnie, enfin, souvent des jeux de mots, etc. Bah là, si jamais vous avez une structure qui a un name, cette structure, elle est d'interface human, mais aussi pet. D'accord. C'est induit. Et du coup, vous pouvez faire des choses, mais vous imaginez même pas la facilité, parce qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout de l'interface que vous êtes. L'important, c'est que vous retourniez un name avec une chaîne de caractères. Et ça vous offre des possibilités d'export, etc., dans un code qui reste statiquement compilé et relativement simple à lire. Et là, les merveilles que vous faites avec ça, c'est juste brillant. Et ça vous évite sur des structures de dire « j'implémente l'interface ». Mais en fait, est-ce que tu l'implémentes réellement si t'as pas les méthodes dedans ? Ah bah oui. Les fonctions dedans. La réponse est non. Et donc du coup, bah, faites ça dans les langages comme Java, PHP, etc., c'est désinterprété, on va vous gueuler dessus, c'est-à-dire bah t'implémentes l'interface mais t'as pas mis ce qu'il fallait dedans. Bah alors pourquoi je me fais chier à décrire le fait que je l'implémente ? C'est assez intéressant, c'est un grand débat. Et je retrouverai le nom pour la prochaine fois, c'est promis. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Julien. Et merci. Bah, on en fera une prochaine le plus vite possible sur Go, parce que c'est vrai que c'est un langage qui a l'air quand même hyper intéressant. Ouais, c'est vraiment passionnant. Et là on effleure le truc... Là, c'est le b.a.-ba du langage, mais après, bon, il y a tout ce qui vous permet de faire du multithread et compagnie, là, qui est... à savoir que les équipes de Go, et ça c'est très récent, et de Swift, on travaille ensemble depuis peu. Ça fait pas longtemps, là, on a décidé de s'unir avec la communauté open source de Swift, parce qu'en fait, on fonctionne quasiment pareil. Il y a une exception près qui serait tout ce qui est lambda, etc., mais en fait, il y a beaucoup de rapprochements, parce que du coup, c'est deux langages qui sont proches. Ouais. Alors Android Windows qui dit Beats demain soir, oui normalement il me semble que Christophe et Cédric vont faire un Beats demain soir. Moi je suis sur Paris donc je vais pas être il sera pas possible que je sois sur le canapé talancé demain soir. Sympa le stream dit Jérémiade, merci. Allez dans le Slack discuter des nouveautés Twitch. ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Encore merci Julien. Et puis, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit sur les subs Twitch
ou sur Tipeee, ou toutes les infos de toute façon sont sur studiorenegade.fr. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Salut.